4 opérateurs américains gravissent la montagne depuis 2 jours pour atteindre le point d'observation. De là, ils peuvent voir toute la vallée de Milawa, à l'est de l'Afghanistan. Oussama Ben Laden rêve d'y livrer sa bataille finale, dans les montagnes de Tora Bora. Au fond caillouteux de la vallée et sur les flancs de la montagne s'étend un réseau de tranchées, de bunkers et de grottes fortifiées. Les combattants d'Al-Qaïda ont construit une forteresse parfaite. Mais les hommes de l'équipe Jawbreaker de la CIA sont de véritables chasseurs. Leurs guides afghans sécurisent les accès au sommet, tandis que le chef de l'équipe, Joe O'Keefe, contrôleur de combat de l'US Air Force, prépare l'arme la plus létale dont il dispose, un désignateur laser Soflam. Il braque sa lunette sur un bunker situé à plusieurs kilomètres de distance et le peint au laser, le transformant en cible. Quelques minutes plus tard, une bombe PEVWAY de 2000 livres tombe directement sur l'objectif. 2 F-14 Tomcat de la Navy larguent d'autres bombes guidées par laser en suivant ces indications. Puis entre en action un bombardier B-1B Lancer chargé au maximum et, peu de temps après, des dizaines d'avions opèrent au-dessus de Tora Bora, tous coordonnés par un seul homme. L'intervention des États-Unis en Afghanistan commence le 7 octobre 2001, moins d'1 mois après les attentats du 11 septembre. En quelques semaines, un petit groupe de forces spéciales américaines et alliées, travaillant aux côtés de milices anti-talibans, parvient à renverser le gouvernement taliban et à prendre Kaboul. Mais l'homme le plus recherché du monde, Oussama Ben Laden, reste libre. Les services de renseignement américains estiment que les dirigeants talibans et d'Al-Qaïda qui ont survécu se replient vers Tora Bora, près de la frontière pakistanaise, une zone qui, depuis des années, sert de camp d'entraînement et de refuge sûr pour le groupe de Ben Laden. La mission de le poursuivre incombe d'abord à l'équipe Jawbreaker, composée d'agents de terrain du centre antiterroriste et de la très secrète division des activités spéciales de la CIA. Le groupe est dirigé par l'officier Gary Bernson, qui délègue l'opération à une partie de l'équipe baptisée Jawbreaker Juliet, commandée par un Texan et ancien marine connu seulement sous le nom de George. Pour George et ses hommes, le décor est aussi grandiose que traître. Parois rocheuses presque verticales, neige qui dissimule les mines et sentiers étroits où peine à avancer une colonne de mules chargée de munitions, d'eau et de postes radio supplémentaires. Chaque demande d'appui aérien dépend de batteries que le froid épuise rapidement et de liaisons radio susceptibles d'être coupées par un simple changement de vent dans les gorges. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vallée, dans les grottes, combattants d'Al-Qaïda entendent le grondement sourd des explosions et répondent par des tirs intermittents de mortiers et de mitrailleuses lourdes. Ils savent que le ciel appartient aux États-Unis, mais comptent sur la roche, l'altitude et le brouillard hivernal pour jouer en leur faveur. De son côté, Washington exige des résultats rapides. La Maison-Blanche veut la tête de Ben Laden comme preuve tangible que la guerre contre le terrorisme a commencé avec force. Dans les montagnes de Tora Bora, cette pression politique se traduit pour Jawbreaker Juliet par un seul mot d'ordre: ne pas le laisser s'échapper. Toute la stratégie du commandement central américain repose sur l'idée d'utiliser le moins possible de troupes américaines en Afghanistan. Les combattants locaux doivent donc mener la danse. Jawbreaker Juliet arrive à Jalalabad pour entrer en contact avec un chef de milice allié nommé Hazrat Ali, qui a résisté avec succès aux talibans au cours des 5 dernières années. S'y ajoute Haji Zaman, qui vient de rentrer de son exil à Paris et affirme pouvoir rassembler 1000 hommes. Les 2 Afghans appartiennent à des tribus différentes et se regardent avec une profonde méfiance, car chacun d'eux veut accroître son pouvoir politique dans l'Afghanistan de l'après-Taliban. Et cette rivalité semble parfois plus importante que la traque de Ben Laden. Cette alliance fragile est connue sous le nom d'Alliance de l'Est, et il reviendra à Jawbreaker de la maintenir unie. Le 4 décembre, Hazrat Ali lance une attaque sans la moindre coordination préalable. Les combattants d'Al-Qaïda, qui occupent des postes d'observation sur les crêtes, répondent depuis une position avantageuse, et les forces d'Ali sont repoussées par un feu dévastateur de mortiers et de chars T-62. Les services de renseignement sont convaincus que la direction d'Al-Qaïda, et peut-être Ben Laden lui-même, est retranchée dans la vallée. Les talibans sont peut-être désorganisés, mais ils restent des combattants très aguerris. À ce moment-là, Al-Qaïda est le groupe terroriste le plus dangereux du monde,
composée de djihadistes extrêmement déterminés venus de tout le monde musulman. Personne ne sait exactement combien d'hommes défendent les falaises et les grottes de Tora Bora. Les estimations varient de 300 à 3000. En revanche, les combattants de l'Alliance de l'Est, qui encerclent maintenant les montagnes de Tora Bora, n'ont guère envie de se battre. Pour ne rien arranger, nombre des hommes d'Haji Zaman avaient auparavant été payés pour aider à construire les fortifications d'Al-Qaïda dans la vallée et éprouvent encore une certaine sympathie pour Ben Laden. Ainsi, tandis que les bérets verts entrent en combat, Zaman envoie certains de ses hommes à Tora Bora pour prévenir Ben Laden de l'attaque imminente, lui donnant 3 jours pour se rendre ou fuir. Zaman pense agir, conformément à son devoir de Pashtun, un code traditionnel d'honneur que les Américains ignorent totalement. Ce mélange de loyauté superposée envers le clan, la tribu, l'honneur Pashtun, l'argent de la CIA et dans certains cas envers Ben Laden transforme chaque réunion à Jalalabad en une partie d'échec opaque pour les Américains. Les officiers de Joe Breaker distribuent des liasses de dollars, des radios et des promesses vagues d'influence politique future. Mais ils ne savent jamais vraiment quelle part de leur message se traduit réellement sur le terrain. Pendant que les avions continuent de rugir au-dessus des montagnes et que les bombes soulèvent des colonnes de poussière, les commandants américains commencent à soupçonner que leur pari d'afghaniser la bataille a un coup caché. Ils abandonnent l'initiative à des alliés dont la priorité n'est pas de capturer Ben Laden, mais de survivre à la guerre et de se placer dans la meilleure position possible pour l'après-guerre. Chaque heure qui passe sans un encerclement solide de la vallée ouvre une porte de plus dans la frontière rocheuse avec le Pakistan. Une porte par laquelle l'ennemi pourrait disparaître sans laisser de traces. Bernsen craint que Ben Laden ne s'échappe en traversant les montagnes vers le Pakistan et ne fait pas confiance à ses nouveaux alliés pour l'en empêcher. Il demande le déploiement de 800 Rangers de l'armée américaine pour bloquer l'école. Mais sa requête est rejetée. Le général Tommy Franks, chef du CENTCOM, redoute qu'envoyer autant de troupes américaines ne finissent par se retourner contre eux et par indisposer leurs alliés afghans. Il sait qu'une présence massive de soldats étrangers peut réveiller de vieux réflexes de résistance dans la population locale et fournir des munitions propagandistes aux talibans, qui se présentent depuis des décennies comme des défenseurs face à l'occupation étrangère. Devant les cartes et les écrans de son quartier général, Franks voit des chiffres et des flèches. À Tora Bora, Bernsen voit, lui, des routes d'évasion grand ouvertes. Joe Breaker n'est cependant pas complètement seul. L'équipe reçoit le renfort de la force opérationnelle 11. Placée sous le commandement du major Thomas Greer, cette force est composée d'une 40aine d'opérateurs, pour la plupart issus de la principale unité d'opération spéciale de l'armée américaine, la Delta Force, auxquels s'ajoutent 12 hommes du très secret Special Boat Service britannique, SBS. Ce sont des spécialistes des opérations à haut risque, habitués à se déplacer en petits groupes, de nuit, en territoire hostile, et à disparaître sans laisser de traces. Réunis dans le quartier général d'Hazrat Ali, installé dans une école à flanc de montagne au nord, George insiste. Il faut attaquer maintenant. Chaque jour qui passe donne à Ben Laden davantage de temps pour s'échapper. Pourtant, le général Ali, comme il se fait appeler, hésite. Il réclame davantage de frappes aériennes et craint que, si un soldat des forces spéciales nouvellement arrivé est tué, les Américains ne finissent par l'en rendre responsable. Le major Greer lui assure que la Delta Force sait prendre soin d'elle-même. Pour le convaincre, George lui propose d'ouvrir l'attaque avec la plus grosse bombe de l'arsenal américain, la BLU-82 Daisy Cutter, et lui offre en plus une somme d'argent conséquente comme incitation. Dans ce mélange de pression, de promesses et de billets verts se résume la stratégie des États-Unis dans l'est de l'Afghanistan. Acheter des loyautés, amplifier l'effet psychologique des bombes et pousser leurs alliés à avancer de quelques mètres de plus sur un terrain qu'eux connaissent infiniment mieux. Pendant que l'Alliance de l'Est se prépare à l'opération du lendemain, Ben Laden dort tranquillement dans un bunker au fond de la vallée. Il a gagné sa réputation en combattant les Soviétiques en Afghanistan dans les années 1980, et la presse arabe l'a glorifié après la bataille relativement modeste de Djadji. Le cheikh, comme l'appellent ses hommes, est convaincu qu'il peut rééditer cette victoire.
Mais son rêve tourne au cauchemar lorsqu'il voit, paralysé, un scorpion mortel se faufiler dans son refuge. Il se réveille en sursaut. Profondément religieux, il interprète ce rêve comme un signe de danger et quitte le bunker. Ses gardes du corps, habitués à ses silences et à ses décisions brusques, ramassent à la hâte leurs maigres effets et s'enfoncent plus loin encore dans le labyrinthe de grottes, persuadés que Dieu a parlé à travers cette vision nocturne. À l'aube du 9 décembre, Hazrat Ali, George et plusieurs combattants se réunissent sur une crête dans une atmosphère lourde de tension et d'attente. Ils retiennent leur souffle tandis qu'un MC-130 combat Talon survole la vallée. Par la rampe arrière, ils larguent la Daisy Cutter. L'énorme bombe de 15 000 livres explose et l'onde de choc traverse la vallée comme un coup de fouet. Environ 500 mètres de terrain sont complètement calcinés et la mitraille retombe à des kilomètres à la ronde. Plusieurs insurgés, sortis de leur grotte peu avant, sont pris dans l'explosion. Le complexe de bunker disparaît. Les analystes de la CIA rêvaient d'un tel coup. Un seul engin capable de rayer en un instant des positions fortifiées qui auraient coûté des dizaines de vies lors d'un assaut classique. Oussama Ben Laden observe la scène, stupéfait. Les Américains ne se doutent pas à quel point ils sont passés près de lui. Pourtant, à plusieurs kilomètres de distance, la Daisy Cutter impressionne beaucoup moins. On ne voit qu'un nuage de poussière et l'on n'entend qu'un grondement lointain. Ali et ses hommes sont déçus. Ils s'attendaient à une immense boule de feu. Pour ne rien arranger, les radios afghanes se remplissent de messages affolés. Plusieurs miliciens ont ignoré la zone de sécurité et se trouvaient trop près de la bombe. La confiance d'Ali dans la puissance de feu américaine est sérieusement entamée. La bombe la plus redoutée de l'arsenal américain n'a été, à ses yeux, qu'un tonnerre coûteux et approximatif, incapable de faire définitivement pencher la balance. George parvient malgré tout à obtenir davantage de soutien aérien. En moins d'une heure, 3 bombardiers B-52 Stratofortress arrivent et arrosent les collines de plus d'une centaine de bombes Mark 82. Le sol tremble, les gorges se remplissent de poussière et d'échos d'explosions, et la frontière entre appui et massacre devient floue. Mais le général décide de repousser l'attaque d'un jour supplémentaire. Chaque report rallume le débat entre Américains et Afghans. D'un côté, ceux qui voient le temps comme une fenêtre tactique qui se referme. De l'autre, ceux qui y voient un délai pour négocier, survivre et mieux jauger leurs propres risques. Dans cet entre-deux, Ben Laden a toujours une chance de s'enfuir. Finalement, le 10 décembre, l'assaut tant attendu a lieu. Avec seulement 5 minutes de préavis, le major Greer envoie 3 hommes. Hopper, chef d'équipe, Admiral, contrôleur de combat de l'US Air Force, et Adam Khan, traducteur de la CIA et ancien marine. Leurs ordres sont clairs. Allez où va le général, demandez un appui aérien rapproché et tuez le plus de combattants d'Al-Qaïda possible. Ils savent qu'ils seront les yeux et les oreilles de toute la puissance aérienne américaine sur ce secteur du front, une sorte de pointe de lance minuscule mais meurtrière plantée au milieu d'une masse de miliciens afghans peu disciplinés. Ils reçoivent le nom de Jackal Team. Ils montent en cahotant sur la route de montagne à bord de leur vieux Toyota jusqu'à rejoindre la colonne de combattants de l'Alliance de l'Est. Le moteur gémit à chaque virage, forcé par la pente et le poids du matériel. La caravane afghane s'arrête, à découvert en plein milieu de la route, pendant qu'un char T-55 tente d'écarter un canon anti-aérien automoteur en panne. La scène ne plaît pas à Khan, qui décide de déplacer le Toyota vers une zone plus protégée. Il a des années d'expérience dans le corps des Marines et sait que les embouteillages en montagne sont des aimants à artillerie ennemie. Trop de bruit, trop de temps à l'arrêt et trop d'hommes regroupés au mauvais endroit. À peine ont-ils quitté le véhicule qu'un tir de mortier d'Al-Qaïda commence à s'abattre. Les 3 Américains se jettent au sol, tandis que les miliciens afghans courent sans vraiment savoir que faire. Un groupe se tasse en un amas compact jusqu'à ce qu'un obus de 82 mm explose en plein milieu. L'impact soulève des pierres, de la poussière et des hurlements. Et en quelques secondes, la route est jonchée de blessés que personne ne prend en charge. Après quelques minutes très tendues, le char parvient à pousser le canon hors du chemin et la marche reprend. Quant au général Ali, il reste introuvable. Sans commandement clair, les Américains essaient tant bien que mal d'organiser de petits groupes d'Afghans épars.
La chaîne de commandement se dissout entre traducteurs improvisés, vieux ressentiments tribaux et chefs locaux qui n'obéissent que lorsque cela les arrange. Une mitrailleuse PKM d'Al-Qaïda, bien placée, bloque l'avance. La milice se cache en gros groupes derrière les rochers, faciles à viser, tirant leurs kalachnikovs et leurs RPG presque à l'aveuglette, simplement dans la direction de l'ennemi. Leur façon de se battre tient davantage du spectacle que de l'efficacité. Elle impressionne les nombreux journalistes occidentaux qui sillonnent le pays, mais ne change rien au résultat. Pour Hopper et les siens, chaque rafale mal contrôlée ne fait que révéler des positions et gaspiller des munitions qui manqueront plus tard. Pendant ce temps, la devise de la Delta Force en est une autre: vitesse, surprise et violence de l'action. Admiral guide une paire de F-18 de la Navy jusqu'au nid de la mitrailleuse. Il marque la cible avec une précision chirurgicale, parlant dans un langage de sigles et de coordonnées que les Afghans ne comprennent pas, mais qui décide de qui vivra et de qui mourra sur le versant. Une salve de bombes JDAM de 1000 livres efface la position de la carte. Des rochers se détachent et dévalent la pente tandis que les Américains avancent en courant. Khan parvient à convaincre un groupe d'Afghans de le suivre. Mais à mesure que le soleil décline, de plus en plus de combattants de l'Alliance de l'Est disparaissent, redescendant la montagne. Le froid s'intensifie, la promesse de combat se mêle à la fatigue et beaucoup décident qu'ils ont déjà assez risqué pour la journée. Dans l'école qui sert de quartier général, les opérateurs radio interceptent un message surprenant. Ben Laden est encerclé. En écoutant les communications d'Al-Qaïda, ils parviennent à localiser sa position avec une marge d'une dizaine de mètres seulement, mais il est en mouvement. La voix à l'autre bout de la radio est agitée, parle de munitions, de retraite, du cher qui change de grotte. Chaque nouvelle phrase est comme une aiguille plantée dans la patience des Américains. George et le major Greer se regardent sans avoir besoin de parler. Les 33 opérateurs de la Delta Force chargent leurs armes, montent dans les véhicules et s'élancent vers la montagne, comme des chiens de chasse qu'on vient de lâcher. Ils savent que l'histoire moderne a rarement été aussi près de tuer l'homme le plus recherché du monde. Alors qu'ils gravissent la piste de terre, ils croisent une colonne de camions et de Toyota qui descend en sens inverse. Le véhicule de tête s'arrête et le général Ali salue aimablement l'officier de la Delta. Ni lui ni son guide ne semblent mesurer la gravité du moment. Ils parlent de logistique, d'hommes fatigués, de revenir le lendemain. Aussi vite qu'ils apparaissent, ils disparaissent de nouveau vers la vallée. L'espace d'une seconde, dans cet arrêt bref au milieu de la poussière, deux façons de concevoir la guerre se croisent. L'une obsédée par l'idée de refermer le piège, l'autre résignée à ce que la proie ait toujours une autre sortie dans les montagnes. Les guides Pashtuns comprennent immédiatement ce qui se passe. C'est le mois sacré du Ramadan et l'Alliance de l'Est a quitté le front pour aller rompre le jeûne. Selon la tradition islamique, les musulmans jeûnent pendant la journée et à la tombée de la nuit, mangent avec leur famille. Pour les miliciens afghans, ni la guerre ni la traque du terroriste le plus recherché du monde n'y changent quoi que ce soit. Pour les commandants américains, c'est un choc culturel supplémentaire auquel ils n'avaient pas pensé. Dans les rapports de situation envoyés à Kaboul et à Tampa, on parle de regroupement et d'ajustement sur la ligne de front, mais sur le terrain, la réalité est plus simple. Les hommes ont décidé qu'entre mourir dans l'obscurité ou dîner avec les leurs ce soir, ils choisissent de dîner. Le Jackal Team se retrouve presque seul, coincé derrière les lignes ennemies. Soudain, des rafales de balles traçantes vertes se mettent à crépiter autour d'eux. Sans savoir si elles viennent d'alliés nerveux ou de combattants d'Al-Qaïda qui tentent de les encercler, les trois opérateurs se cachent parmi quelques arbres. Sur tous les hommes de l'Alliance de l'Est, il n'en reste plus que 5. Les miliciens tribaux tirent au hasard vers l'obscurité jusqu'à ce qu'Adam Khan, furieux, leur ordonne d'arrêter de tirer, leur rappelant qu'ils ne font que signaler leur position. Il leur crie en pashtun que ces balles sont comme des torches dans le ciel, des invitations pour que les mortiers ennemis les prennent pour cible. Certains abaissent leur arme à contre-cœur. D'autres ne comprennent que le ton de sa voix, pas ses mots. Hopper essaie de les calmer en leur montrant ses lunettes de vision nocturne, presque comme un tour de magie.
Il leur montre comment la nuit devient verte et nette, comment ils peuvent voir avant d'être vus, espérant obtenir un peu de discipline en échange de ce petit miracle technologique. Admiral tente de diriger le feu d'un avion AC-130 Spooky sur la mitrailleuse qui les prend à revers, mais les nuages bas masquent l'objectif. Sans soutien aérien, Hopper prend une décision. Il donne le signal avec le mot de code Warpath, prévenant le reste de la force qu'ils sont encerclés et qu'ils vont tenter de se frayer un passage par leurs propres moyens. Puis ils se collent à la paroi rocheuse et glissent dans l'obscurité. Chaque pas est un calcul. Bruit ou silence, vitesse ou discrétion, confiance ou paranoïa. Plus bas sur la montagne, les balles traçantes commencent à éclater autour de la force opérationnelle 11. En se mettant à couvert, ils se rendent compte que le tir ne leur est pas destiné. Les combattants d'Al-Qaïda, postés sur les crêtes et les collines, tirent sur autre chose. Personne ne sait vraiment sur quoi, mais une chose est claire. Ils n'ont pas repéré le groupe de la Delta qui progresse juste en dessous d'eux. Pour Greer et ses hommes, c'est comme avancer sous un orage qui tonne quelques mètres plus haut. Tout bruit, tout danger, mais encore sans impact direct. L'appel Warpath oblige le major Greer à prendre une décision cruciale. Son plan initial était de rejoindre l'Alliance de l'Est, qui était censée avoir encerclé Ben Laden, mais cette force n'apparaît nulle part. Il a deux options. Se diriger vers la position où il pense que se trouve Ben Laden, à environ 2500 mètres, ou partir à la recherche de ses hommes, perdus dans une chaîne de montagnes pleine d'ennemis et d'alliés peu fiables. Il tranche finalement. Il y aura une autre occasion avec Ben Laden. D'abord, nous devons récupérer nos gars. Cette phrase, prononcée presque en passant, restera gravée dans sa mémoire comme une bifurcation irréversible. Le devoir du chasseur face au devoir du commandant. Ils avancent discrètement au milieu du chaos vers la dernière position connue du Jackal Team, ignorant le crump des mortiers et le bruit constant des tirs autour d'eux. La force de Greer capte les transmissions radio du Jackal Team et parvient à le localiser. Hopper, Admiral et Khan vont bien. Ils ont réussi à progresser en soudoyant et en négociant leur passage auprès de traînards de l'Alliance de l'Est. Seuls 2 Afghans restent avec eux. Les autres ont disparu vers la vallée, engloutis par la nuit et par leurs propres priorités. La force opérationnelle 11 de nouveau réunie, ils redescendent la montagne vers l'école quartier général. Mais cette nuit-là restera celle que le major Thomas Greer se reprochera toute sa vie. Chaque virage de la descente lui semble un pas en arrière. Chaque mètre perdu un cadeau fait à l'ennemi. Dans sa tête, il refait sans cesse le plan, cherchant le moment précis où tout aurait pu être différent. Après avoir cédé pendant la nuit tout le terrain conquis à Al-Qaïda, l'Alliance de l'Est repart à l'offensive le 11 décembre. Le général Ali comme Hadji Zaman ont les yeux rivés sur la colline 2685. Les deux chefs tiennent séparément des conférences de presse au pied des montagnes pour les médias internationaux, puis mènent leurs hommes dans une course vers le sommet, soutenus par un flot continu de frappes aériennes. Pour eux, s'emparer de cette hauteur ne signifie pas seulement gagner une position tactique, mais aussi obtenir une photo, un titre de presse, et peut-être un futur poste dans le nouvel Afghanistan qui se négocie pendant que les bombes continuent de tomber. Des avions Hornet et Tomcat venant de porte-avions dans le golfe d'Oman, ainsi que des bombardiers B-1 et B-52 décollant de Diego Garcia, se relaient sans répit. Ils larguent des bombes guidées avec précision sur chaque objectif désigné par les bérets verts, puis se retirent. Les combattants d'Al-Qaïda répondent en tirant des RPG vers le ciel, sans aucun effet. Les avions volent à des milliers de mètres d'altitude, hors de portée. Pour les opérateurs américains, la guerre est devenue une chorégraphie presque mécanique. Localiser, marquer, détruire. Pour les hommes au sol, en revanche, chaque passage de bombardier est un petit tremblement de terre qui leur secoue les os. Les hommes de Zaman atteignent les premiers le sommet de la colline 2685 et nettoient les tranchées d'Al-Qaïda avec une dureté surprenante. Un Ali désabusé contrôle les crêtes inférieures autour du sommet, mais la perte de la colline, combinée aux bombardements incessants, commence à entamer la confiance de Ben Laden. Parmi les restes des positions occupées, les Afghans de Zaman trouvent des couvertures détrempées, des sacs à dos à moitié vides et du pain congelé.
Autant de signes d'une retraite improvisée plutôt que d'un repli ordonné. Pour les combattants d'Al-Qaïda, mal équipés et mal ravitaillés, les conditions sont épouvantables. Il neige sans discontinuer et la température avoisine les moins 10 degrés. Presque toute leur eau a gelé. Allumer des feux reviendrait à envoyer un signal direct aux bombardiers américains. Beaucoup tentent de faire fondre de la neige sur de petits réchauds. D'autres se passent des gourdes presque vides, tout en écoutant le bourdonnement lointain des moteurs dans le ciel. Contrairement à l'image donnée par certains médias d'immenses complexes souterrains, les fortifications ne résistent pas aux frappes aériennes et les pertes s'accumulent. Des hommes blessés meurent dans la nuit de blessures qui, en d'autres circonstances, seraient traitables. Al-Qaïda ne dispose que d'un seul médecin, à ce point démuni qu'il est obligé d'opérer avec de simples ciseaux. Ces blocs opératoires improvisés sont des grottes humides éclairées à la lampe de poche, avec des bandages réutilisés et des antalgiques rationnés jusqu'à l'extrême. Les forces de la coalition entendent à la radio Ben Laden diffuser un message sombre. « Je regrette de vous avoir entraîné dans cette bataille. Si vous ne pouvez plus résister, vous pouvez vous rendre avec ma bénédiction. » La situation pèse lourdement sur lui. Tandis que les explosions résonnent dans les montagnes, s'assoit pour écrire son testament. Il remercie ses 4 épouses pour leur soutien et demande pardon à ses enfants pour ses absences. Il les supplie de ne pas suivre sa voie de djihad et de rester à l'écart d'Al-Qaïda. Dans ces lignes s'insinue pour la première fois l'ombre de la défaite. La reconnaissance implicite que la bataille qu'il avait imaginée comme sa grande victoire pourrait se terminer en fuite humiliante. Décidé à ne pas revivre le désastre de la nuit précédente, le major Greer organise une force spéciale chargée de prendre et de tenir des points d'observation clés. Le premier poste reçoit le nom de MSS Grinch, Mission Support Site Grinch, dirigé par un homme connu seulement comme le sergent-chef Jim. Il se compose de 25 opérateurs de la Delta et de 4 du SBS, avec une équipe d'assaut et des tireurs d'élite. Leur mission est de s'enfoncer davantage dans les montagnes et d'assumer les tâches de contrôle aérien avancé que les bérets verts accomplissaient auparavant. Grinch n'est pas seulement un poste d'observation, c'est le nouveau cerveau du champ de bataille, l'endroit où l'on relie les yeux dans la neige aux réacteurs qui rugissent à des centaines de kilomètres de là. Quand Grinch rejoint les hommes de Zaman sur la colline 2685, les forces spéciales de l'armée remportent une dernière victoire. Elles repèrent les mortiers d'Al-Qaïda qui les harcelaient grâce à leurs viseurs thermiques, calculent leur position et guident vers eux un AC-130 qui tourne dans le ciel. Ils observent avec satisfaction l'attaque aérienne provoquer des explosions secondaires sur les positions de mortiers. Chaque flash qu'ils voient à travers leurs lunettes signifie autant de projectiles en moins sur les crêtes qu'ils tentent de tenir à tout prix. Sans que les Américains le sachent, Zaman et Al-Qaïda sont en train de négocier. Ils ignorent que, pour de nombreux guerriers afghans, la manière traditionnelle de terminer une bataille est de conclure une reddition conditionnelle. L'ennemi remet les armes et se voit autorisé à partir. Pour Zaman, laisser ses hommes disparaître entre les gorges et les cols frontaliers n'est pas une trahison, mais une sortie honorable conforme à des codes qui existaient bien avant l'arrivée des dollars de la CIA ou des bombardiers B-52. Pour les Américains, en revanche, cette logique ouvre la porte par laquelle leur cible principale peut s'enfuir. Le matin du 12 décembre, Adam Khan, depuis le MSS Grinch, entend sur les radios afghanes qu'un cessez-le-feu a été conclu et que les Américains ne doivent pas avancer. Le message circule de fréquence en fréquence, agrémenté de rumeurs et de demi-vérités, mais l'essentiel reste le même, s'arrêter. Furieux, le sergent-chef Jim ordonne à ses hommes de se mettre en marche, mais les combattants de Zaman les encerclent en les mettant en joue avec leurs Kalachnikov. Pendant quelques secondes, tous les canons pointent dans la mauvaise direction. Khan parvient à calmer la situation, traduisant en hurlant, main levée, rappelant aux miliciens que ces hommes à la barbe courte et au casque étrange sont précisément ceux qui ont fait pleuvoir des bombes sur leurs ennemis. Malgré cela, Zaman insiste pour que l'équipe reste sur place. La nouvelle du cessez-le-feu se propage rapidement. Le commandant de Joe Breaker, Gary Berntsen, officier de la CIA,
alors que Ben Laden est pratiquement à portée de main, rugit à la radio. « Pas de cessez-le-feu, pas de négociation, nous continuons les frappes aériennes. » Dans son esprit, chaque minute de trêve est une route de plus ouverte vers le Pakistan. Il voit la carte mentale de Tora Bora et, là où d'autres ne voient que de montagnes enneigées, lui ne distingue que des routes d'évasion. Les Américains se méfient déjà de Zaman. Ils pensent que les jours précédents, il a permis à des combattants d'Al-Qaïda de s'échapper sans être inquiétés. Khan et Jim le poussent à s'expliquer. Ils lui rappellent les colonnes d'hommes qui ont disparu dans la nuit, les rumeurs de discussions à huis clos, les silences gênés sur les ondes locales. Zaman leur dit que le cessez-le-feu durera jusqu'à 17h, afin de laisser le temps aux hommes d'Al-Qaïda de descendre des montagnes. Mais on découvre ensuite qu'il a annoncé à la presse un autre cessez-le-feu, valable jusqu'à 8h du matin le 13. Les Américains refusent de l'accepter. Pour eux, cette différence d'horaire équivaut à des kilomètres gagnés par l'ennemi. Zaman se rend à l'école quartier général pour rencontrer George et Greer, tout aussi furieux. À 17h, l'heure convenue, les cols sont vides. Personne ne se rend. Il n'y a ni colonne de prisonniers, ni tas d'armes abandonnées, ni drapeaux blancs improvisés avec des foulards. Seulement des sentiers enneigés qui disparaissent en direction du Pakistan. Au MSS Grinch, les opérateurs serrent leurs fusils M4. Jim, le visage fermé, avertit le commandant afghan « Ne braque pas tes armes sur nous ». La phrase est courte, mais elle est chargée d'une menace limpide. Le prochain croisement de regards ne sera plus un avertissement. En quelques minutes, les Américains et les Britanniques sont de retour au combat. Divisés en équipes de 4, les hommes de Grinch avancent sur les pentes et dans les vallées, demandant des frappes de bombes JDAM contre tout foyer de résistance. Chaque équipe est un petit nœud de destruction. Quelques radios, des viseurs thermiques, des désignateurs laser et beaucoup d'expérience pour appeler le feu du ciel. L'une des équipes tombe sur une mitrailleuse DSHK qui tire des balles de calibre 50 contre les rochers acérés d'une arête étroite. Luttant contre les premiers symptômes du mal des montagnes, les soldats se plaquent au sol, pendant qu'un des commandos du SBS demande une bombe guidée GBU-32 de 1000 livres à un chasseur qui patrouille dans le secteur. Le froid leur mord les mains à travers les gants. Leur respiration est courte et hachée, mais la voix qui parle à la radio reste ferme, presque monotone. Coordonnées, altitude, marqueur. Quelques minutes plus tard, la montagne répond par un unique coup de tonnerre. Le problème de la DSHK n'existe plus. Malgré la frustration qu'a provoqué l'épisode du cessez-le-feu avec l'Alliance de l'Est, les Américains ont des raisons d'être prudemment optimistes. Le simple fait qu'Al-Qaïda négocie signifie qu'elle est acculée. Mais cela implique aussi que Ben Laden et d'autres dirigeants peuvent chercher à s'échapper. Chaque tentative de trêve sonne à leurs oreilles comme un écran de fumée. La Delta Force presse le commandement central d'utiliser des mines larguées depuis les airs pour verrouiller les cols vers le Pakistan. Mais l'idée est rejetée. À Tampa, les implications politiques et humanitaires pèsent plus lourd que l'urgence du bouclage. 8 autres commandos du SBS et un officier du MI6 arrivent pour soutenir Raji Zaman. À huis clos, l'officier britannique explique très clairement à Zaman qu'une répétition de ce qui s'est passé auparavant ne sera pas tolérée. Le ton est poli, presque diplomatique, mais le message est sans ambiguïté. S'appuyant sur le succès du MSS Grinch, le major Greer met sur pied un nouveau poste, MSS Monkey. Cette unité progresse sur le versant occidental des montagnes et relève les bérets verts à Cobra Bravo. Greer est ravi à l'idée de redéployer le détachement ODA 572 ailleurs, mais l'équipe est immédiatement retirée de la zone. Dans une guerre où tout semble improvisé sur le terrain, les décisions stratégiques continuent d'arriver de très loin, parfois en phase avec la réalité des montagnes, et parfois, comme à Tora Bora, complètement à contretemps. Les analystes des communications interceptent à nouveau la voix de Ben Laden à la radio, mais cette fois, il ne parle pas en direct. Ce n'est qu'un sermon enregistré. Le message sonne solennel, chargé de citations religieuses et de références à d'anciennes batailles, mais pour les spécialistes américains, il a une signification froide et technique. Si c'est un enregistrement,
il est probable que le Cher ne soit déjà plus là. Malgré tout, sur les cartes du quartier général, chaque trace de sa voix continue de marquer un point rouge sur les montagnes. Le 14 décembre, de très épais nuages et la neige compliquent les frappes aériennes américaines. La bataille se transforme en combat rapproché, brutal et au corps à corps pour éliminer les derniers noyaux de combattants fanatiques d'Al-Qaïda qui résistent jusqu'au bout dans des dizaines de grottes et de cachettes. Leur sacrifice leur offre quelque chose de très précieux. Du temps. Ils se déplacent de caverne en caverne, traînant les blessés, tirant depuis de minuscules ouvertures dans la roche et obligeant les bérets verts et les opérateurs de la Delta à nettoyer chaque position presque maison par maison, grotte par grotte. Pendant ce temps, les dirigeants talibans et d'Al-Qaïda escaladent les cols enneigés sous les crêtes acérées de la chaîne de Sfingar pour franchir en sécurité la frontière vers le Pakistan. Ce sont les mêmes cols que Berntsen voulait bloquer avec des Rangers de l'armée américaine et les mêmes cols que la Delta Force souhaitait miner depuis les airs. Berntsen estime qu'au moins 200 combattants d'Al-Qaïda réussissent à s'échapper au Pakistan. Dans ses rapports ultérieurs, ce chiffre ne sera pas qu'une donnée. Ce sera la mesure d'une occasion manquée, d'un piège qui a failli se refermer, mais qui est resté ouvert pour quelques kilomètres de terrain non sécurisé. Lorsque le temps s'améliore le 15 décembre, la force opérationnelle 11 se précipite pour regagner le terrain perdu. Le MSS Grinch avance aux côtés des hommes du général Ali lorsqu'il s'arrête sur une crête. Il refuse de continuer tant que la mitrailleuse DSHK postée sur la crête opposée n'a pas été détruite. L'arme n'a pas tiré depuis des heures et a déjà été touchée auparavant. Mais les Afghans tiennent bon et s'assoient pour attendre. Certains vont même jusqu'à fumer du hashish. Pour les opérateurs américains, habitués à exploiter chaque minute de lumière, cette pause semble un luxe incompréhensible en pleine poursuite. 3 tireurs d'élite de la Delta Force, Murph, Scroney et John Shrek McPhee, descendent prudemment la pente dangereuse et contournent la position par l'est. Depuis un nouveau poste d'observation, Scroney repère un combattant d'Al-Qaïda à environ 800 mètres, en train de tirer un RPG. Il appuie soigneusement la silhouette de l'homme dans la lunette de son fusil SR-25, puis se ravise. Pour ne pas révéler leur position, lui et Shrek demandent l'appui aérien d'un chasseur américain en orbite et une bombe guidée par GPS élimine l'ennemi isolé. Dans le silence qui suit l'explosion, les 3 tireurs redeviennent des ombres collées à la roche, invisibles pour quiconque regarde depuis l'autre côté de la vallée. Ensuite, l'équipe détruit à nouveau la position de la DSHK avec une autre frappe aérienne, ce qui pousse les forces du général Ali à avancer, mais seulement un peu. Chaque mètre gagné coûte des heures de discussion, d'appels radio et de nouvelles démonstrations de puissance aérienne. Pour Ali, l'artillerie américaine est une ressource à consommer avec prudence. Pour Greer, c'est la seule façon de maintenir l'élan d'un allié qui semble toujours sur le point de s'arrêter. Plus tard dans la journée, un commandant afghan, très agité, signale qu'un homme grand, d'une taille comparable au 1,98 m de Ben Laden, accompagné d'une escorte nombreuse, est entré dans une grotte voisine. Depuis sa nouvelle position, en écoutant les communications radio, le MSS Grinch réalise qu'il a précisément cet réseau de grottes dans son champ de vision. Soudain, tout s'aligne. Le récit du commandant local, les fragments de messages interceptés, les itinéraires de repli qui mènent vers la frontière. Admiral réagit immédiatement. Il appelle un par un tous les avions disponibles. De tout l'Afghanistan et de la mer d'Arabie, des dizaines d'appareils se préparent à recevoir des ordres. Des chasseurs bombardiers F-15E Strike Eagle de l'US Air Force basés au Koweït. Des Tomcat et des Hornet de la Navy décollant des porte-avions Kitty Hawk, Theodore Roosevelt et Carl Vinson, ainsi que des bombardiers stratégiques B-1B Lancer et B-52 Stratofortress partis de la base de Diego Garcia. En quelques minutes, le ciel au-dessus de Tora Bora se remplit de cercles invisibles d'acier et de kérosène, tous dans l'attente de coordonnées précises qui pourraient, enfin, régler le compte de l'homme le plus recherché de la planète. En quelques minutes, les avions sont empilés dans le ciel, l'un au-dessus de l'autre, tous les 1000 pieds, en attente de l'ordre. Au sommet de la colline,
La tension est palpable lorsqu'on entend par radio le premier « Weapons away », arme en route. Le MSS Grinch est peut-être sur le point de tuer Oussama Ben Laden. Les explosions déchirent le paysage. Les premières bombes JDAM de 2000 livres tombent sur les coordonnées indiquées. Les positions de combat à ciel ouvert sont détruites en quelques minutes. D'autres JDAM, équipés de têtes pénétrantes BLU-109, traversent la roche solide et explosent à l'intérieur des tunnels, tandis que les hommes de Grinch déplacent leurs désignateurs laser sauf-flamme vers de nouvelles cibles. Admiral peine à se faire entendre à la radio, couvert par le tonnerre constant des détonations qui résonnent au-dessus de leur tête. Des bombes guidées par laser GBU-12 Paveway se détachent des ailes des chasseurs de la Navy et tombent depuis plus de 30 000 pieds, guidées directement vers les entrées des grottes. L'onde de choc des explosions traverse les tunnels jusqu'au fond, tuant ceux qui se cachent à l'intérieur. Pour les combattants d'Al-Qaïda, sortir à l'air libre signifie une mort certaine. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se recroqueviller dans l'obscurité tandis que le bombardement américain secoue la montagne sans interruption. Les plus grandes grottes sont frappées à plusieurs reprises. La roche s'effondre et bloque les entrées, ensevelissant vivants ceux qui se trouvent dedans. Plusieurs B-1B Lancer et B-52 déversent tout leur arsenal sur les crêtes. Sous les pentes qui s'éboulent, on distingue des explosions secondaires. C'est la munition stockée qui saute. Un éclair aveuglant signale l'explosion d'un vaste dépôt d'armes et des fragments incandescents retombent dans toute la vallée. Ce n'est qu'après 2 heures entières de bombardement que l'attaque cesse. La poussière et la fumée commencent à se dissiper avec le coucher du soleil. Ici et là, quelques feux continuent de brûler, illuminant le ciel sombre de lueurs orange. Admiral n'a plus de cible. Les combattants afghans se dispersent comme toujours, tandis que le MSS Grinch se prépare à une nouvelle nuit longue et glaciale en montagne. Le 17 décembre 2001, la bataille de Tora Bora est terminée. Les derniers combattants exténués d'Al-Qaïda se rendent. Personne au sein du gouvernement américain ne sait avec certitude où se trouvent Ben Laden et ses plus proches collaborateurs. Beaucoup espèrent qu'il a été tué sous les décombres et qu'on n'a tout simplement pas pu l'identifier. Une autre équipe de bérets verts est envoyée pour fouiller les pentes et examiner les cadavres, mais elle ne trouve rien. Elle inspecte avec une attention particulière la zone de la grande frappe aérienne du 15 décembre, mais ne découvre aucun reste humain correspondant à l'ADN de Ben Laden. Après Tora Bora, les responsables politiques à Washington commencent à modifier leur discours. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, affirme que personne n'a jamais été totalement sûr que Ben Laden se trouvait là. Pourtant, le personnel du commandement central se souvient qu'il appelait au moins une fois par jour pour demander « Est-ce que vous l'avez eu ?» Mais Ben Laden était bien là. Selon le journaliste et expert en contre-terrorisme Peter Bergen, dans la nuit du 12 décembre, lorsque le cessez-le-feu a plongé le champ de bataille dans le silence, le cheikh et 2 de ses fils sont sortis discrètement de leur bunker et ont quitté Tora Bora sans être vus. En gardant un profil extrêmement bas et sans escorte de garde du corps, ils ont parcouru environ 50 km. Ils ne se sont pas enfuis vers le Pakistan, comme tout le monde le supposait, mais de façon surprenante, vers le nord, jusqu'à la ville afghane de Jalalabad, derrière les lignes de la coalition. Là, il s'est caché chez un vieil ami, un chef de guerre nommé Awal Gul. Depuis ce refuge, Ben Laden a voyagé à cheval sur environ 160 km jusqu'à un endroit isolé dans la province de Kunar, où il s'est caché pendant plusieurs semaines, protégé par un autre ancien compagnon de la guerre contre les soviétiques. Le 15 avril 2002, la chaîne arabe Al Jazeera diffuse une cassette qui confirme ce que le monde entier redoutait. Oussama Ben Laden est toujours vivant et en bonne santé. La confirmation du fiasco de Tora Bora est désormais publique. Un échec qui marque le début d'une chasse à l'homme qui durera 10 ans.